l'épaule, il faut savoir que c'est plus souvent on va dire le vieillissement de l'articulation, à la différence du genou ou de la hanche, où on sait que pour les genoux et pour la hanche, ce n'est pas les tendons qui vont vieillir, c'est le cartilage articulaire, donc c'est l'articulation qui va vieillir. Oui. L'épaule, c'est plus les tendons qui vieillissent que le cartilage. Donc, oui. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une articulation qui n'est pas en charge. Donc on marche sur les cartilages au genou, à la hanche, mais à l'épaule non. Donc c'est une articulation qui, par contre, qui va bouger beaucoup. Donc oui. C'est les tendons qui vont... la jambe. Voilà, donc c'est les tendons qui vont vieillir parce que c'est eux qui sont les plus sollicités. Donc on a moins d'arthrose à l'épaule que dans les autres articulations. Mais on en a néanmoins. Et on en a néanmoins. Cette arthrose-là, on peut avoir donc une arthrose avec des bons tendons et d'arthrose avec des mauvais tendons. Oui, enfin, c'est-à-dire des tendons rompus. Oui. Donc, ce qui différencie deux types d'arthrose. Oui. Donc, l'arthrose à l'épaule s'appelle homarthrose. Donc, oui. Il y a deux types d'arthrose. C'est l'arthrose centrée, c'est-à-dire les tendons sont bien en place, elles ne sont pas rompues. Donc, c'est centré. Donc, la tête reste centrée. Et l'homarthrose excentrée, c'est-à-dire que les tendons sont rompus et donc l'épaule, l'humérus va remonter. D'accord? Donc, quand on a une arthrose centrée, c'est-à-dire tous les tendons intacts, il n'y a que le cartilage qui est abîmé, dans ce cas, on peut proposer comme traitement ce qu'on appelle la prothèse anatomique, c'est-à-dire une prothèse qui ne va pas se soucier des... Elle va remplacer uniquement la forme naturelle. La forme naturelle. Voilà. C'est le cas puisque tout le reste autour de l'épaule est correct. Donc l'épaule va fonctionner bien, sans douleur. Donc notre but c'est d'enlever la douleur qui est liée au vieillissement du cartilage et au fait que le cartilage est abîmé. Donc, on va proposer ce qu'on appelle des prothèses anatomiques. Donc, là, vous avez donc l'os du bras. Donc, prothèse anatomique. Prothèse anatomique, ça veut dire qu'au niveau du scapula, on a ça s'appelle une glène. Donc, une articulation en prothèse qui est en polyéthylène et qui va reproduire la forme de la glène, c'est-à-dire avec une concavité, d'accord? Et en face, on va mettre donc, une prothèse anatomique pour l'humérus qui va essayer de reproduire la forme anatomique de l'humérus normal, c'est-à-dire donc on va essayer de reproduire ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre épaule opérée, il va être comme ça. Voilà. Et donc, c'est les tendons qui vont permettre de maintenir l'humérus en place, la tête humérale, et donc ça va bouger dans le sens qu'on veut avec des tendons qui sont fonctionnels. Ça s'appelle une prothèse anatomique. Voilà. Maintenant, dans ces prothèses anatomiques, il y a on va dire des prothèses classiques et des prothèses qui sont plus évoluées à l'heure actuelle. Elles essayent de remplacer, d'avoir une bonne anatomie, de respecter totalement l'anatomie qu'il y a. Mais vous voyez, des prothèses classiquement, même encore maintenant, il y a des prothèses à tige longue. Vous savez qu'il y a une tige qu'on va planter dans l'humérus pour que ça bloque pour que ça a la taille réelle. Tout à fait. Donc, vous voyez, par la transparence, vous voyez... C'est long. Voilà. Donc, ça, c'est des tiges qui vont permettre à stabiliser la partie articulaire. Oui. Et donc, on a aussi des prothèses plus modernes où ça s'appelle stem free, c'est-à-dire où Comment vous appelez ça? Stem free, c'est-à-dire que stem free, c'est un terme anglais, donc stem c'est tige, et free, c'est-à-dire sans tige, donc de ce type-là. C'est-à-dire que... Quel avantage? On va y venir. Donc vous voyez qu'en fin de compte, si je mets ça comme ça, vous n'allez pas comprendre la différence entre ça et ça, puisque la partie qui est visible est la même.
Donc ce qui change, c'est ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire la Oui. partie qui se fixe dans l'os. Tout à fait, oui. Et donc vous voyez que ce système-là de fixation, ça Oui. permet une fixation de bonne qualité, ça nous permet de bouger bien sûr, de faire une rééducation exactement la même que là. Oui. L'avantage serait, d'une part, il y a plusieurs avantages. Donc, d'une part, pour nous ce qu'on veut à l'heure actuelle, à tous les niveaux, ça reste notre philosophie principale, c'est d'être le moins invasif et le moins violent par rapport au organisme. Donc, c'est sûr qu'entre mettre une tige comme ça longue et uniquement ça, c'est beaucoup moins agressif. D'autre part, si jamais on veut reprendre cette prothèse, c'est-à-dire si jamais on veut la changer, c'est beaucoup plus simple de retirer ça et donc on aura beaucoup moins de dégâts au niveau de l'os. Donc c'est beaucoup plus simple de Mais c'est en quelle matière ce système? C'est du plastique plus ou moins flexible? Non, c'est que du métal, c'est du titane. Derrière aussi, la partie là, en fin de compte, c'est du métal. C'est très solide, projeté, bien sûr. Solide. Et donc, vous voyez, il est troué. Donc, en fin de compte, à terme, qu'est-ce qui se passe? Elle se met en presse-fit. Donc, il y a une. L'os va pousser autour. Et l'os va pousser autour et ça va fixer comme ça. Et au tout ça. départ, si vous voulez, elle se met un peu sous tension. Donc, on va la. Avec un marteau. Pacter. Et donc, il y a une tenue d'emblée. Pas de colle. Ne mettez pas de colle, de glue. Non, pas pour ça. Pas pour ça. Pas pour ça. Tandis que pour ça, on peut mettre on a deux possibilités. Soit on l'impacte comme ça, elle est coincée, soit sinon, on peut mettre aussi du ciment. C'est pas de la colle, mais c'est du ciment. Donc on peut les cimenter. Et d'où voilà, il y a deux types de fixation. Vous choisissez quoi alors? Vous choisissez quoi? Moi personnellement, après, il n'y a pas de bien ou pas bien. Donc moi je fais que du non cimenté, c'est-à-dire que vous prenez que ça. Pourquoi que tout le monde? Pour les prothèses anatomiques, c'est-à-dire voilà, celle-là n'existe plus. Si, ça existe. Pourquoi on le fait encore là? Si on peut le faire mieux. C'est des différentes, chacun fait comme il le comprend. Donc comme il l'entend, selon sa philosophie de. Voilà. Donc moi je fais ça, c'est-à-dire que donc de côté là il y a ça, donc c'est une prothèse qui n'est pas cimentée. Oui. Donc elle est impactée. Ah, elle est juste impactée. Elle est juste impactée. Elle tient. Elle tient. Avec un coup de marteau, et ça tient. Tout à fait. Il y a quelque chose d'un peu une préparation qui se fait et qui fait qu'on peut la coincer et elle ne bougera pas. D'accord? Et après, ultérieurement, il y a l'os qui va la coloniser et ça va être une fixation définitive. Chose de solide. Voilà. On n'aura pas le droit de bouger. En face, si, on le rééduque d'emblée. Et en face, donc il y a ça. Oui. Voilà. Donc on peut mettre en face soit ça, d'accord? Ça, vous ne pouvez pas le faire par arthroscopie. Non, bien sûr que non, mais on fait quand même des techniques avec des petites cicatrices quand même. Oui, non, mais c'est pas le problème de la cicatrice. Donc cette partie-là, l'autre partie qui est au niveau la de la glaine. Donc cette partie-là, maintenant de nos jours, et suite aux différentes études qu'on a fait depuis longtemps, on a constaté que cette partie-là, pour ce type de prothèse anatomique, elle est toujours cimentée. Et que cette partie-là en polyéthylène, elle sera toujours cimentée. C'est comme ça qu'on a constaté qu'on a les meilleurs résultats si on cimentait ce côté-là. Parce qu'autrement, vous aviez envisagé quoi? Par le passé, il y avait ça aussi, un non cimenté, mais ça ne marchait pas bien. Donc maintenant, c'est pas beaucoup d'os quand même. On va dire que le gold standard de nos jours, c'est de cimenter la partie glénoïdienne, donc le polyéthylène. Et en face, on peut mettre soit ça, une tige longue, soit ça, une stem free, peu importe. C'est pas une faute ni ça ni ça, c'est une question d'école. Voilà. De philosophie donc voilà, ça c'est la prothèse anatomique. C'est-à-dire normale. Configuration normale. Et que les tendons, encore une fois, sont intacts. Autour. C'est-à-dire qu'on peut, pour pouvoir bouger, on va utiliser les tendons qui sont encore bien. Et on n'aura plus mal puisqu'on a remplacé les surfaces osseuses qui étaient usées. Oui. Mais ça ne va pas se réuser. Si la prothèse elle s'use, elle a une durée de vie. Si on la met à 50 ans, on peut estimer qu'elle a une durée de vie. Après, les durées de vie, c'est quelque chose de statistique. C'est-à-dire on ne va pas vous dire si demain on vous opère, on va vous dire venez dans 10 ans, à telle heure, on va vous changer la prothèse. Ça a une durée statistique.
Donc on peut considérer que ça peut durer 15 ans. 15 ans. Plus que la hanche ou moins? Un peu moins que les hanches, ça dure un peu moins que les hanches, ce type de prothèse. Oui, donc, après, on a parlé du cas où les tendons sont intacts et que le cartilage est usé. Donc encore une fois, c'est l'arthrose centrée. C'est-à-dire que l'arthrose a détruit le cartilage articulaire, mais l'enveloppe musculo-tendinienne est intacte. Oui. Donc on peut mettre ce type de prothèse et on peut s'attendre à ce qu'on ait des résultats suivant le degré de la raideur avant l'opération, mais on peut s'attendre à d'excellents résultats avec des mobilités qui soient, déjà plus de douleur, avec des mobilités qui soient très satisfaisantes, donc même 140, 150, même des élévations strictement normales, hein, on peut tout avoir. Après, si cette enveloppe tendineuse, tendinomusculaire n'y est plus, ou trop abîmée, elle est abîmée, plus ou moins, donc si l'arthrose est excentrée, dans ce cas on va utiliser ce qu'on appelle les prothèses inversées. Quel est le principe de ces prothèses inversées? Autant celle-ci va respecter l'anatomie telle qu'elle est, la prothèse inversée, on va inverser les convexités et les concavités. Donc au lieu qu'au niveau de l'omoplate et de la glène on mette une composante concave, une boule à la place. On va mettre une partie convexe. Donc on va inverser ça là. Et de l'autre côté, donc on va, au lieu de mettre une convexité, on va mettre une concavité. Donc ça donnera quoi? Donc ça donnera exactement ça. Donc on a mis la boule du côté de l'omoplate. Et de l'autre côté, on a une concavité. Oui. Et pourquoi ça? Quel est l'intérêt? C'est que, déjà, ça nous permet de bouger, de faire le mouvement de rotation, suette. Et donc, ce type de conformation, ça permet à ce qu'il existe une congruence et un emboîtement qui font que l'humérus et la glène vont rester mieux en place, en contact, et que l'humérus ne va plus remonter. Ah oui. Ce qui n'arrive pas avec cette conformation-là. Oui. Donc là, l'humérus peut remonter. Creux. Il peut remonter. L'articulation pas très... Encore une fois, il est maintenu en place par les tendons. Oui. Mais s'il n'y a pas de tendons, il va faire comme ça. Il va se luxer. L'épaule va se luxer. Il va remonter. Il ne va pas se luxer, mais il va remonter. Non, c'est pas luxé. Non. Donc il va remonter. Et donc le deltoïde, il ne pourra plus le lever. Donc qu'est-ce qui se passe là? Donc l'épaule, elle reste en place, donc il ne peut plus remonter. D'accord? Donc je vais essayer de remonter, je ne peux pas. Oui, il ne peut plus sortir de sa boîte. Cette conformation, en fin de compte, elle va remplacer les tendons dont le rôle c'est de maintenir les deux en contact. Oui. Et donc maintenant, puisqu'elle reste en contact, le deltoïde, va faire son boulot correctement. Oui. Il va venir remonter le deltoïde, et je le rappelle, c'est le gros muscle là qui chez les athlètes, super mal protubérant. C'est un muscle qui recouvre entièrement l'épaule et qui donne d'ailleurs la forme de l'épaule. De la gaze de l'épaule. Ce deltoïde, de toute façon, si j'ai bien compris, relève toujours le bras, mais dans le cas où les tendons sont abîmés, le tendon de la coiffe, sont abîmés et ne jouent plus le rôle, à ce moment-là, le bras, quand il se lève, sort de sa boîte en quelque sorte, à ce niveau de la tête. Non, c'est une question mécanique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la même le deltoïde, il fonctionne si elle a la bonne longueur, le bon emplacement. Il ne quitte pas son bon emplacement. N'est plus idéal. La stabilité n'est plus assurée, il ne va pas pouvoir assurer son rôle. Maintenant, ces prothèses inversées, donc oui, c'est bien. Donc qu'est-ce qui est acquis à l'heure actuelle? C'est que cette partie-là, contrairement à la prothèse anatomique, elle soit sans ciment.
C'est-à-dire que autant celle-là est cimentée, Oui. celle-là est sans ciment. Donc ça, c'est... Oui, quel intérêt de savoir ça? J'ai pas bien compris. C'est comme ça, c'est-à-dire que pourquoi le ciment est mieux ou pas, c'est pas question de bien mieux ou pas, c'est qu'on a, oui. a observé, on a fait des études qui ont observé que pour la prothèse inversée, il faut mettre des parties glénoïdiennes avec, sans ciment. D'accord? Oui. Et donc, ça tient comment? Ben, ça tient comme ça, donc, par exemple, ce type de prothèse, elle a un plot avec des trous qui se met dans l'os. où on va mettre, voilà, on va mettre un petit cylindre d'os à l'intérieur, et par ces petits trous-là, par rapport à l'os avoisinant, d'accord, il y aura une consolidation dans cette structure, voilà, peut-être l'os qui est poreuse, à l'extérieur avec l'os qui est à l'intérieur du cylindre, ils vont se coller ensemble, se souder, et donc ça permettra de maintenir la pièce en place. Oui. Maintenant, ça c'est valable au bout d'un certain temps, pareil, 6 semaines, 2 mois, etc. Au départ, qu'est-ce qui fait la fixation? C'est des vis qu'on met autour. Donc on peut deviner ici des vis qui sont vous ne pouvez pas la démonter. Non. Donc il y a des vis qui sont autour. Donc c'est les vis qui au départ vont, pas qu'au départ, ils vont avoir une fixation. Après aussi, elles ne seront jamais enlevées. Il y a deux types de fixation, une fixation mécanique, les vis, etc. Et puis il y a une soudure de l'os. Une soudure de l'os et aussi un accrochage de l'os sur le composant qui est recouvert d'hydroxyapatite, c'est-à-dire c'est un sablage qui va permettre, un sablage rugueux qui va permettre à l'os de s'accrocher dessus. Donc ça c'est une étape et compatible avec la matière biologique de l'os. Au tout départ, pendant je sais pas, 6 semaines, voilà, c'est uniquement les vis, etc. qui vont tenir. Au-delà, il y a l'os qui va s'accrocher à la pièce. Oui. Il y a encore une pièce qui va se mettre alors dessus. Après bien sûr, il y a encore une pièce qui va... Et vous posez couramment il y a encore une pièce qui vient, voilà, donc on met ça, elle va aller là. Donc ça crée la boule que vous voyez là. Oui, là. Donc c'est en fin de compte, il s'agit de 2 pièces. Hein. D'abord on fixe ça dans l'os, on met les vis. J'ai compris. Voilà. Et après on va adapter cette partie-là. Voilà. Et de l'autre côté, en face, c'est-à-dire là où on doit avoir en principe une concavité, donc on a une tige pour avoir plus de fixation, de stabilité. Et qu'est-ce qui... Ah, vous avez la tige là-dedans quand même alors. Oui, tout à fait, oui. Donc une tige, ça se présente comme ça. Donc une tige, ça se présente comme ça. Donc c'est une tige qui va rentrer dans l'os. Sur cette tige-là, on peut globalement adapter soit une partie creuse ou concave ou convexe. Ou une partie convexe. Donc on va... Mais précédemment, vous aviez cela à tige et sans tige. Oui, là... Mais là, non, il y a toujours une tige. Ça existe aussi, mais le plus souvent, là, c'est avec tige. Mais ça existe aussi des laboratoires qui font aussi sans... Je ne sais pas où je la retrouve plus, je ne sais pas où exister. vous avez rangé. Ça peut exister, mais le plus souvent, parce que là c'est aussi un problème des laboratoires, si vous voulez, il y a plusieurs laboratoires qui font ce type de prothèse, donc voilà. Voilà. Comme il y en avait un avantage, vous aviez dit avant, sans tige. Il y en a aussi. C'est-à-dire que les laboratoires sont aussi quelque chose où ça évolue tout le temps. Donc ils proposent tout le temps des choses de plus en plus nouvelles. Donc ça c'est l'évolution des choses, de proposer des matériaux qui se fixent bien. Ça c'est Oui, il y a constamment une évolution. Voilà, donc il y a quelques objectifs, donc c'est de bien se fixer à l'os, donc ça c'est un item primordial. Après, des pièces qui sont interchangeables, c'est-à-dire que si un jour on opère et qu'on veut mettre cette tige-là, et à la place on veut mettre ça ou ça, qu'on puisse faire n'importe quelle... une prothèse inverse. Et pourquoi qu'on ne met pas toujours des prothèses inverses? Ce ne serait pas peut-être plus simple, comme ça, pour le cas où les tendons se dégraderaient par la suite? Du tout, parce que si on opère un patient plus jeune qui a des bons tendons, on peut faire une prothèse anatomique.
Et, oui, seulement moins... est-ce que la prothèse... Oui. Est-ce que la prothèse inverse empêcherait le bon fonctionnement? C'est-à-dire que les prothèses inversées ont aussi un certain inconvénient. On évite de les mettre aussi à un trop jeune âge, donc on essaie de les mettre plus tardivement. Oui. Peut-être sans vouloir dire une limite d'âge comme ça, mais on va dire au-delà de 70 ans par exemple, parce qu'on considère qu'ils ont une durée de vie. Et voilà. Donc si, admettons, pour un patient qui a des tendons de la coiffe qui sont bien, on peut mettre une prothèse anatomique, d'accord. Et il faut savoir que après, si on veut si on veut la reprendre, si on veut la changer, on pourra mettre derrière une prothèse inversée, par exemple. Ah oui. Donc ça a aussi un sens évolutif. Donc c'est comme si oui, là n'empêche pas l'autre. On a une guerre à mener et on se dit on n'a pas besoin des fusils, on a besoin que ça. Donc c'est tout un arsenal, on utilise ça ou ça suivant les conditions. Il y a beaucoup de prothèses chez les jeunes. Quand on dit jeune, on hésite, on dit peut-être 60 ans, peut-être. Ah bon, voilà. Oui. Après, il y a des cas où... À 40 ans, non, sauf... On évite de poser des prothèses à 40 ans. Où cela est exceptionnel. C'est vraiment, après, c'est un cas où... À 60 ans, c'est considéré encore comme un jeune... Exactement. 60 ans, c'est considéré, un terme prothétique, c'est considéré jeune. On a vu plein de choses. On a vu la structure de la coiffe, une réparation du tendon, des tendons en général des muscles de l'épaule, donc, et puis les prothèses, les différentes sortes de prothèses. Et après, voilà, les résultats des prothèses, c'est ça aussi qui compte pour les patients, ça compte beaucoup, c'est-à-dire que il y a des années, on considérait, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on considérait que l'épaule c'est une articulation qui est très sensible, ou qui est très complexe, ou que quoi. Fragile. Et donc on hésitait, ou les patients avaient une mauvaise image. Ils disaient l'épaule c'est long, ça va pas toujours bien. Et c'est exact que c'était difficile. Moi je me souviens qu'il y a 20 ans, ça avait très mauvaise presse. Peut-être, mais en fin de compte, s'il s'agit de réparer quelque chose qui est abîmé, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on met en face quelque chose qui est adapté. C'est-à-dire qu'on a étudié à ce que qu'on ne fasse pas des interventions par le passé. On faisait, par exemple, tout le monde bénéficiait de l'acromioplastie. C'est-à-dire que n'importe quelqu'un qui avait mal, allez, on lui fait une acromioplastie. C'est sûr que c'était quelque chose qui n'est pas toujours adapté. Tandis que là, on va vers cause à effet, c'est-à-dire qu'on sait que ça c'est abîmé, on met en face quelque chose de fiable. Donc le tendon est abîmé, ça fait des progrès, le tendon est abîmé, on va le réparer. Et on va le réparer par des techniques qui sont pas invasives ou moins invasives. Oui, moins possible. Voilà. Donc, après, le fait qu'une épaule se réduque, que ça prend assez longtemps, ça c'est une spécificité à l'épaule. C'est-à-dire que ça prend le temps qu'il faut pour que le tendon s'accroche, etc. Davantage que la hanche. Oui, c'est-à-dire que l'épaule c'est une articulation un peu plus sensible, on va dire. Tandis que la hanche c'est une articulation, si on veut, un peu plus grossière. Bien costaud, oui. Alors que là on voit bien qu'il y a des petits os fragiles. Et donc maintenant les progrès qu'on a eus dans la rapidité de la récupération, c'est quoi? C'est qu'on propose des choses des interventions réparatrices qui soient bien solides et qu'on puisse tout de suite mobiliser l'épaule. Et c'est ça le secret, c'est-à-dire que à proportion gardée à tout ça, maintenant ça récupère plus vite que ce que ça l'était le cas il y a 10-15 ans en arrière. Voilà. Pour prendre un exemple, par exemple, il y a, je sais pas, 15 ans ou quoi, on immobilisait pendant, admettons, 3 semaines. Et pendant 3 semaines, on ne faisait rien, ils étaient immobilisés. Ce qui veut dire que les patients étaient raides et donc ça prenait après un temps fou pour en fin de compte, pour récupérer pas
ce qui était abîmé, mais ce que nous avons provoqué par l'immobilisation. Oui, oui, compris. Donc c'est pas lié forcément à l'opération, mais au fait qu'on a dû immobiliser. C'est pour ça que ça durait C'est longtemps. une différence de conception, ça. Maintenant, on fait des choses qui sont plus solides, donc on se dit, on a fait un truc solide, donc on va d'emblée... Ah voilà, donc la technique a quand même aidé, parce que ça a aidé, il y a des décennies de cela, ce n'était pas, par exemple, où la confiance en ce qu'on faisait, des tendons n'étaient pas aussi maîtrisés. Ou la confiance, donc voilà, c'est que ça évolue dans les deux sens. Dans quel sens que ça a été maîtrisé? D'une part, on arrive à faire des sutures qui soient assez solides, assez costauds. Oui, plus que précédemment. Des prothèses qui soient bien, que... Oui, mais ne serait-ce que le problème des rotateurs de la coiffe. Et on sait que maintenant, on peut d'emblée rééduquer, bouger. Ce qui n'était pas le cas avant. Bien sûr, de manière... la rééducation aussi a évolué, donc ils ont trouvé, les rééducateurs aussi ont trouvé des manières plus douces de ne pas abîmer le tendon et en même temps de permettre la souplesse. Donc c'est pour ça que maintenant, si on veut, ça va plus vite que ce que ça a été le cas il y a... Mauvaise presse, hein, comme voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, pareil pour les prothèses inversées par exemple, donc c'est des patients qui sont grosso modo assez handicapés, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent plus à lever plus que ça la main, c'est douloureux, etc. Et ben avec une prothèse inversée, on peut très bien avoir une élévation complète. À tout âge. À tout âge. Oui. À tout âge. Après, ça dépend aussi de l'implication des patients, de la motivation, de la qualité de leur éducation. Mais on peut très bien avoir un résultat excellent avec une élévation complète. Donc ça, c'est possible. Hein. Et on voit souvent le terme acromioplastie, vous l'aviez vous-même prononcé tout à l'heure. C'est un terme mystérieux. Pouvez-vous un tout petit peu expliquer pourquoi on fait ça et en quoi ça consiste? Voilà. Vous savez qu'il y a certains patients dont l'acromiocellose qui se trouve ici. Quel est son rôle? Il fait partie de la scapula, si on veut. De l'omoplate. De l'omoplate. Et donc il va, avec le ligament acromio-coracoïdien, avec la coracoïde et donc l'acromion, donc ces trois choses vont créer une arche. Ce qu'on appelle, et si ce qu'on sent là? Ce qu'on appelle une voûte. La voûte, donc ça crée une arche qui quand on tâte l'épaule, on sent ici l'os, là. Si je me tâte l'épaule, je sens ça. Tout à fait. Hein? Donc ça crée une sorte d'arche qui va permettre de... déjà au deltoïde, non, de se fixer. On va dire des fixations des différentes muscles et tout, mais aussi ça peut avoir un rôle aussi de maintenir l'épaule à sa place et pas que l'épaule sort au cas où il n'y a plus de tendon qui maintient. Donc l'acromion, c'est-à-dire l'os qui est là, il doit ici à ce niveau-là, dans sa partie intérieure, il doit respecter une certaine distance, une certaine harmonie, d'accord. Et chez certains patients, de naissance et puis aggravés par la vie, au lieu d'être harmonieux, il va être agressif, c'est-à-dire il va becquer vers le bas. Ah oui, ici il y aurait un bec. Et donc ce bec-là, il va descendre, il va descendre vers... il va faire mal au muscle. Et il va venir en conflit avec justement les tendons de la coiffe et le plus souvent le supraépineux. C'est aussi une des raisons pour laquelle le supraépineux est plus souvent agressé. Ah oui, d'accord. À cause de ce bec-là. Oui. Et alors il faut imaginer que quand on lève quand on va lever l'espace se rétrécit. Il vient buter contre les tendons, vient buter contre ce bec. Et donc, par conséquent, on a pensé qu'en rabotant simplement en rabotant, il ne va plus avoir de conflit avec les tendons de la coiffe, et donc ça enlève les douleurs. Et vous rabotez ça comment? On fait sur l'arthroscopie, donc on a pareil, on fait avec ici donc, et on a des fraises, donc on a des fraises qui permettent à ce que par des incisions millimétriques,
électrique. Donc on arrive à mettre ça... On peut faire ça sous arthroscopie aussi. Tout à fait, bien sûr. Et donc ça c'est un exemple d'une fraise, ouais. Donc c'est une fraise motorisée. Donc là bien sûr il y a un moteur qui va... Qui tourne. C'est un peu comme la fraise du dentiste, je dirais, non? Plus grand. Et là, donc on a une fraise, d'accord? Et cette fraise-là, on va venir raboter, ici l'acromion qui est agressive. Oui. Et donc on rétablit à nouveau l'harmonie de cette arche. Mais ça ne repousse plus après cela qui a été raboté. Pas forcément, ou même si ça repousse, c'est très loin, mais c'est pas, c'est pas du tout... mais ça n'existe, parfois de naissance, vous dites chez certaines personnes, il y a une structure... Disons, la conformation de l'acromion de naissance, elle est agressive. Oui. Sauf qu'ils peuvent très bien vivre jusqu'à 50 ans sans qu'ils aient un problème. Et ça se déclare à la longue, plus longtemps. Oui, c'est clair, oui, c'est clair. Donc, ça c'est une des causes pourquoi le supraépineux est le plus souvent aussi abîmé. Ce muscle-là qui carrément passe en dessous, et il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Si je mets mon ongle, c'est un peu limite. Enfin bon, attention que ce soit. Il va à chaque fois, il faut imaginer que quand on lève le bras comme ça, et puis quand on fait des rotations, admettons, l'espace se réduit. Ce qui arrive pour des patients qui travaillent, exactement, qui travaillent en hauteur. En hauteur. Mais ça entraînera un conflit entre les tendons de la coiffe et ce bec-là. Et ce bec, oui, qui a l'air bien coupant, oui. Et donc, ça va commencer à laminer les tendons, à les effilocher. Et puis, petit à petit, ça lamine jusqu'à ce que ça le coupe complètement. Ah, ça peut même le couper absolument, à ce niveau-là. Ah oui. Donc, ça peut couper le tendon. Ça peut aboutir à ce que le tendon soit complètement coupé. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? On le répare. Donc comme vous avez dit précédemment, oui. Et en plus, donc, toute réparation de la coiffe qu'on fait à l'heure actuelle, donc, accessoirement, on va aussi raboter cet os-là pour que les tendons qu'on a réparés aient suffisamment d'espace. Dans tous les cas, vous rabotez cet os? Tout à fait. Ah, dans tous les cas? Dans tous les cas où on répare le supraépineux. Oui, dans tous les cas où vous réparez le supraépineux. Si on répare le subscapulaire et que l'acromion il n'est pas crochu, il n'est pas agressif, on ne va pas le toucher. Mais si on répare le supraépineux, parce qu'on sait qu'il y a un rapport direct avec ça, et que l'acromion, ça dépend de combien aussi donc ça dépend, cet acromion-là, s'il est plus ou moins crochu. Donc suivant comment il est, on le rabotera plus ou moins. C'est-à-dire le but c'est de le rendre harmonieux. Ce n'est pas très plat. méchant, je veux dire, ce n'est pas une opération. C'est une intervention courante. C'est une intervention, oui, mais c'est peut-être une des plus bénignes ou pas. En médecine, il n'y a pas de bénin ou pas bénin. Toute intervention, ça a un risque. Un risque. Qui est peut-être de 0,0% ou quoi, mais ça comporte toujours un risque. Donc, cet acromion, ça dépend de combien il est. Donc on peut le raboter plus ou moins. C'est-à-dire que s'il est plus crochu, ben on va le raboter un peu plus. S'il est moins, le but étant de le rendre plat. D'accord? C'est-à-dire qu'il soit plat. Ici, là. C'est-à-dire que, bon, si on veut, vous voyez qu'il est un peu courbe comme ça, bon, après ça reste, ça vaut ce que ça vaut, c'est c'est une maquette. C'est une maquette. Mais il faut s'imaginer qu'il a une courbure comme ça, et que là en avant, il vient plonger dans les tendons, et le but c'est de le rendre complètement plat, c'est-à-dire complètement droit. De façon qu'il n'agresse plus les tendons. Exactement. Voilà, c'est bien compris. Et donc ça peut être un traitement en soi, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui n'ont pas les tendons rompus, mais qui menacerait. Voilà, il a commencé à les effilocher, il a commencé à les abîmer, et dans ce cas, il suffit de raboter cet os-là, et après, c'est bon, ils ont plus mal. Ou alors, quand les tendons sont rompus, ben, on associera la automatiquement, alors. Plus ça, automatiquement, tout à fait. quand les tendons sont rompus. On fait de manière systématique cette acromioplastie. Oui, cette amie dont je vous entretenais, elle avait également un espace sous-acromial réduit, avec une inflammation de ce qu'ils appelaient la bourse, qui doit être un coussin cartilagineux. Je ne sais pas ce qui a été fait. C'est toujours comme ça. Et dans les cas actuels, statistiquement, grosso modo, sur, maintenant, je ne sais pas, 1000 ou 100 ou 1000 opérations, alors pas que vous, mais en général, vos interventions sont réussies à combien de pourcents?
Il y a, donc, en fin de compte, il faut, ça c'est important pour les patients, comment ils doivent regarder ça, comment ils doivent se positionner par rapport donc si on change une bougie dans un Mercedes, c'est du 100%, c'est-à-dire que on prend la bougie, on la met, elle marchera toujours, parce que c'est de la mécanique. Nous, on va faire toujours la bougie, c'est-à-dire on va faire exactement le même geste chirurgical pour tout le monde, c'est-à-dire que on va chez tout le monde raboter l'os de la même manière. On va prendre, je sais pas, 100 personnes qui ont la même rupture des tendons et on va faire pour tout le monde la même chose. Mais les résultats peuvent ne pas être pareils. Bien sûr. D'accord. Pour quelle raison? C'est-à-dire que donc en quoi on peut rassurer les patients? On peut les rassurer sur quoi? C'est que notre expérience elle est suffisamment importante pour pouvoir garantir que ce qu'on fait est toujours pour 100 à 100%, elle correspond fiable, mécaniquement, aux critères, physiologiquement, aux critères, aux critères nécessaires, qui sont les nôtres et celles de l'époque qu'on vit. C'est-à-dire qu'on peut leur garantir que notre geste est fiable. Mais ce qu'on ne peut pas garantir, c'est le résultat. Et donc le résultat, ça reste toujours une histoire de pourcentage. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais, dans aucune des pathologies, 100 patients opérés, 100% des bons résultats. Donc ça reste, il y aura toujours un pourcentage. Oui, mais il a évolué, c'est ce que je voulais vous faire dire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a évolué. Pourquoi il a évolué ce pourcentage? Parce que on fixe, on est sûr de ce qu'on fixe. On est plus courageux. Donc on va permettre à ce que les patients bougent plus vite. Oui, parce que vous avez pris confiance dans le matériel aussi. D'une part. La fiabilité du matériel. Après, les techniques de rééducation ont évolué aussi. Donc on a vu qu'on peut faire plus des choses avec, sans prendre des risques pour les tendons. Sans augmenter le risque. Sans augmenter le risque pour de les même tendons. que sur l'autoroute, on ne pourra jamais garantir qu'il n'y aura pas d'accident. Donc c'est un ça problème nous permet d'augmenter ce pourcentage de bons résultats. Parce que le bon résultat, ça dépend non seulement de... Donc nous, on a réparé, mais si derrière... Les réactions du corps. Si derrière l'épaule est raide, ça sera un mauvais résultat. D'accord. Donc, on a une parfaite réparation, mais avec un mauvais résultat parce que l'épaule est raide. Donc, en augmentant ces procédures de rééducation et tout, ça nous a permis aussi d'élargir le spectre. Des épaules plus souples. C'est-à-dire que l'épaule va avoir une mobilité proche de la normale. Et donc, si on obtient à la fois la mobilité proche de la normale, plus une réparation qui est solide, c'est-à-dire que le tendon est bien réparé, dans ce cas, on peut s'approcher du 100%. Qu'est-ce qui fait que il peut y avoir des différences? Pourquoi un patient qui est opéré de la même manière que l'autre va moins bien que l'autre? C'est les facteurs individuels. C'est quoi? C'est comment on tolère la douleur. Si en fin de compte, on n'est pas égaux par rapport à la douleur. On ressent la douleur différemment. Vous aurez un mal peut-être différent de la dame. Vous pouvez être, beaucoup plus douloureux ou l'inverse. Il peut y avoir des différences dans la perception de la douleur. Ça, d'une part. Donc on est obligé, on vous donne les mêmes médicaments, mais vous êtes plus douloureux. Donc, si vous êtes plus douloureux, forcément vous allez bouger moins. Donc vous serez plus raide. D'autre part, il y a aussi la tolérance aux médicaments contre la douleur. C'est-à-dire que non, le médicament contre la douleur, il n'y en a pas un qui n'a pas d'effet secondaire. Donc, vous tolérez bien un médicament, et la dame, elle ne tolère pas ces médicaments-là. Elle ne tolère peut-être pas du tout. Donc, elle sera démunie par rapport à la douleur. Donc, elle aura beaucoup plus mal. Ça va durer beaucoup plus longtemps. Elle bougera beaucoup moins, elle sera beaucoup plus raide. Donc, en finalité, elle aura un moins bon résultat. Puis je peux être diabétique et pas monsieur. Et ça puis je peux avoir les reins qui ne fonctionnent pas bien. Voilà, c'est qu'il y a des facteurs individuels, des facteurs de terrain qui font que c'est tout à fait clair. On peut réagir différemment à la même opération, on peut réagir différemment. D'où
d'où quelquefois ces petits pourcentages où on est moins bon, on a moins bon résultat, ou que ça dure plus longtemps. Pourquoi après, un patient opéré, c'est un cas unique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Les patients aiment se comparer aux autres. Ils aiment dire... oui, moi, bien sûr, c'est humain. Pourquoi moi ça va plus, ça va, pourquoi moi je suis toujours là alors que mon voisin il est déjà bien, il court comme un lapin, je fais des choses comme ça. Donc pourquoi? Parce que, encore une fois, admettons qu'on a fait la même opération pour les deux, pour vous et pour votre voisin, vous réagissez différemment. Donc ça... Il y a tout de même une question qui me titille là. Est-ce que vous opérez pour un même problème de l'épaule, par exemple, pour une même pathologie, exactement la même, il y a des conditions, je suppose, où vous refusez peut-être, ça vous est peut-être arrivé, je ne sais pas, de refuser l'opération en demandant une amélioration. Je prends le cas d'une amélioration du mode de vie du patient. Je prends le cas, par exemple, d'une personne intoxiquée fortement au tabac ou bien à l'alcool. Est-ce que vous allez lui demander d'abord de se désintoxiquer ou bien vous opérez quel que soit le terrain? Voilà, donc qu'est-ce qui compte? C'est-à-dire que il faut s'imaginer que entre le patient et le médecin, il y a une espèce de duo où on veut tous les deux gagner. On veut tous les deux gagner. Que vous avez un même but. Voilà, moi je veux vraiment faire les choses parfaitement bien pour que ça soit vraiment parfait, mais que le patient aussi soit dans les se situe dans les meilleures conditions pour gagner sa bataille. Parce que finalement, c'est sa bataille à lui. C'est que moi je l'opère, on lui répare ce tendon, mais c'est lui qui guérit. C'est lui c'est sa bataille à lui finalement. Donc il faut qu'il soit motivé pour ça. Motivé pour ça, c'est-à-dire quoi? Il faut qu'on se situe, si possible, dans des créneaux idéaux. Quel est le créneau idéal? Si on va fumer, on sait que le tabac, ça influe d'une manière très négative sur la cicatrisation. D'accord? C'est que par plusieurs mécanismes, mais on va dire la vasoconstriction, il va constricter, les vaisseaux vont se contracter et il n'y aura plus de sang. Donc il n'y aura plus de sang dans des petits vaisseaux, je ne parle pas dans les aortes ou quoi, mais dans les petits vaisseaux, donc il n'y aura pas assez de sang. Donc les tendons vont mal cicatriser. Ça c'est connu. C'est connu. Tout à fait. Et l'alcool aussi. Moi, mais aussi. Donc on va dire... Et les deux conjugués, ça va bien sûrement être... Donc il faut élargir un petit peu. C'est l'alcool, le tabac. Mais c'est aussi l'implication du patient. C'est-à-dire que vous voyez, la patiente là, elle comprenait tout, elle savait comment elle-même agir, elle s'est impliquée à faire ses exercices. Si quelqu'un ne veut pas savoir ou ne peut pas savoir, c'est sûr qu'il va... Si un patient a tout compris, le fonctionnement de sa rééducation, de comment on l'a réparé, de tout, il va lui-même collaborer et faire en sorte à ce qu'il guérisse. Donc s'il ne comprend pas, ou s'il ne veut pas comprendre, s'il est trop intoxiqué, par exemple, par le tabac, et dira au chirurgien... Mais ça, c'est qu'une partie. Il faut s'imaginer un truc global où il y a le tabac, il y a ça, il y a l'absence de motivation, il y a le... Non, mais s'il y a une motivation forte, mais que la motivation de la drogue est également très forte, et qui dit au chirurgien, par exemple, non, j'ai arrêté de fumer, moi c'est bien, et que c'est pas vrai. Le chirurgien ne peut pas le savoir. Ça revient à ce que je viens de vous expliquer, c'est que c'est une absence de motivation de sa part. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut mettre, que ce soit l'alcool, le tabac, c'est le fait de ne pas être impliqué, ça revient au même. C'est que lui-même, il n'a pas à 100%, il n'est pas à 100% dedans. Oui, ça c'est sûr. Et bien sûr que ça va jouer à... Mais est-ce que vous lui dites, est-ce que vous dites au patient, est-ce que vous demandez, vous fumez, et s'il a l'air de dire oui un petit peu comme ça... On lui explique, voilà, dans ce cas, il y a certaines interventions qu'on ne fait pas.
Oui. Parce qu'on sait que... C'est ce que je voulais savoir. Tout Vous à ne fait. les faites pas. Oui. Absolument. Donc Oui. moi, c'est pas ma spécialité, Oui. mais il y a par exemple des patients qui sont opérés des pieds. Oui. Bon, on sait que les pieds, ça a une circulation plus mauvaise. Donc Dans le cas ces de diabète, patients-là, si peut-être quelqu'un aussi. fume, le chirurgien ne l'opérera jamais s'il continue à fumer. Oui. Bon, ça peut jouer là aussi. Oui. Oui. Peut-être moins flagrant que, Oui. que pour les pieds, mais ça Oui. joue beaucoup. Donc on Ça sait joue que beaucoup. ça... Oui, bien sûr, on sait que ça a une importance. Et en cas de... Alors, a-t-on toujours intérêt de bouger lorsqu'on a mal à l'épaule? Oui. Pour ne pas s'enkyloser. C'est-à-dire que... Intérêt de bouger tout Bien le sûr, temps. donc c'est ce que... Vous aviez peut-être dit avant, hein, avec la dame. Avec Oui. la dame, c'est qu'on fait une préparation avant pour permettre, malgré les douleurs, bien sûr qu'il ne faut pas bouger de manière à faire hyper mal ou à générer des douleurs davantage. Mais on a des manières à pouvoir continuer à mobiliser l'épaule tout en ayant un mal raisonnable. Oui, Et, rester dans des limites. et si on arrive, c'est aussi un exemple, c'est-à-dire qu'il y a certains patients qui sont très raides, d'accord? Et la douleur, elle n'est pas forcément liée Une pathologie. à la rupture du tendon, Oui. mais à la raideur. C'est-à-dire que l'épaule est oui. bloquée, Oui. on n'arrive pas à le bouger parce qu'il est bloqué. Parce qu'il est raide. Et si on fait une rééducation, donc ces personnes-là, on ne les opère pas, bien sûr, même s'ils ont une rupture du tendon, donc on les rééduque d'abord, on regagne la souplesse, et on a la surprise des fois de voir qu'ils ont plus mal ou beaucoup moins mal. Oui, excusez-moi. Donc C'est ce que la dame avait d'ailleurs fait en préparation à l'opération. Donc il faut bouger, dans tous les Il faut cas, bouger. Voilà. Dans des limites quand même raisonnables, sans hurler de douleur. Bien sûr, il y a des manières à pouvoir le Alors faire sans... maintenant, quand même, est-ce que c'est déjà arrivé que une greffe de ce genre de tendon, est-ce que ça existe, ça, des greffes de ces tendons? Une autogreffe d'un Non. muscle de... Oui, ça existe, c'est pas une autogreffe. En fin de compte, certains de ces tendons, quand on a c'est pas des greffes, mais c'est ce qu'on appelle des transferts. C'est-à-dire que quand un tendon est... On va prendre un exemple. Donc on a une rupture qui affecte par exemple le supraépineux, mais surtout les rotateurs externes, c'est-à-dire l'infraépineux et le petit rond. Ces patients-là, qu'est-ce qui se passe? Donc ils auront une arthrose excentrée par exemple, ou même ils n'arriveront pas, ils auront une impotence fonctionnelle, mais surtout ils n'arriveront plus à ouvrir le bras. Donc même pas à zéro, la position zéro, ils arriveront moins. Oui. En raison de cette rupture en raison de ces deux tendons qui sont rompus. Ces deux tendons. Et donc il y a des patients qui n'arrivent plus même pas à faire ça. Même pas à faire. Ça, c'est la position des références. Oui. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez là, les bras parallèles, c'est la position 0. Oui. C'est-à-dire que ce qui est au-delà, ça ne va pas. Non. C'est-à-dire que ça, c'est la position 0. Ce qui est au-delà, ça s'appelle la rotation externe. Ce qui est là, ça s'appelle la rotation interne. Oui. Eh bien, ces personnes-là, ils n'arrivent même pas à la position des références. Ah bon? Donc, ils vont être là. Ah, yeah. Ils n'arrivent plus à mettre plus loin le bras. Et ce n'est pas la raideur, c'est le fait qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas les muscles pour le faire. Ces personnes-là, on peut leur proposer ce qu'on appelle un transfert de tendon, de grand pectoral, un transfert du grand dorsal. C'est donc on va prendre le grand dorsal d'ici et on va le positionner. Normalement, sans le couper alors, sans le couper. Si, bien sûr, donc on le coupe, normalement il s'insère ici et le grand dorsal il fait une rotation interne, donc on le désinsère de là. Et il ne servirait plus à faire son mouvement naturel de rotation interne alors. C'est plus complexe. Il va servir à ce qui est le plus important maintenant, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à faire comme ça, c'est que c'est très limité comme... Ben oui, bien sûr. Donc les patients ne peuvent pas faire ça, et ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas lever. Donc finalement, ils vont faire un truc comme ça. Donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur transférer le grand dorsal qui s'insère ici en avant. On va le prendre de là, on va le mettre ici. Pour qu'ils puissent à nouveau retrouver ça. Et aussi puisque l'épaule
Alors il va tirer est comme ça. ascensionné, donc on va le transformer en rotateur externe, et puis puisque l'épaule il est ascensionné, ben, du fait qu'il a un série ici qui vient de là, il va baisser l'épaule. Donc on gagnera aussi Dans deux mouvements alors. en élévation. Ah oui. Et maintenant... C'est fréquent ça? C'est rare, c'est très rare. Vous l'avez déjà fait? Oui. Mais c'est très rare comme situation. Comme pathologie, oui. Voilà. D'accord. Et maintenant, il y a aussi la situation où, en plus, on a une arthrose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre la prothèse inversée. Et en plus, on va faire ce tendon-là, le grand dorsal. On va le transformer en rotation externe. Oui. D'accord? Oui, oui, oui. Donc c'est une intervention qui peut se faire, mais c'est une intervention qui est, en pratique, elle est rare. Elle est très rare. Parce que de nos jours, on n'arrive plus tellement. À une époque, quand les tendons étaient on faisait moins attention, on arrivait à des stades, voilà. Là, on fait plus attention, c'est-à-dire que tout le monde est un peu plus éduqué à agir avant que cela n'arrive. Avant que cela n'arrive. Donc maintenant, les médecins traitants, les patients, tout le monde a entendu, oui, on répare les tendons. Donc c'est plus, ils viennent chez vous bien avant. Il y a plus d'adressabilité, plus d'éducation à réparer justement les choses à temps. Oui, et ne pas arriver à un stade ultime où c'est un pis-aller, mais enfin, ce pis-aller, je dis pis-aller, ça peut-être marche peut-être très bien quand même, je n'en sais rien, moi. Avec le recul, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne, bien sûr. Fonctionne. Mais il ne faut pas en arriver là. Alors donc, j'ai bien fait de vous poser cette question, hein, elle m'est venue comme ça, mais je me suis dit, après tout, on entend tellement de choses. C'est vraiment des questions vraiment des grands détails. Quoi. Oui, mais c'est parce que ça intéresse, c'est passionnant quand même comme sujet. Oui. Ben oui. Hein. Bon, ben écoutez, docteur, là, pour l'instant, je suis la cour de questions, mais ça a été très clair et... Okay. On vous remercie infiniment et nos spectateurs, je suis persuadée, vont énormément bénéficier de toutes ces explications claires avec un matériel vraiment parlant, si on peut dire. Voilà, je vous remercie.